Voilà une question qui taraude beaucoup d'entre nous. Pourquoi, malgré notre volonté, nos efforts et même nos progrès, nous finissons toujours par retomber dans nos anciennes habitudes? On se promet par exemple d'arrêter de fumer. On tient bon pendant 1 an. Et puis un jour, on craque. On décide de ne plus sortir avec des partenaires toxiques. Et pourtant, on se retrouve toujours avec des partenaires toxiques qui nous maltraitent et nous méprisent. On jure de ne plus se cacher pour se masturber, surtout quand on a un partenaire à disposition. Mais voilà qu'on retombe encore et encore dans nos besognes. C'est comme si une force invisible nous tirait toujours vers le bas, nous empêchant de briser nos chaînes. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça. On va aborder les vrais obstacles au changement durable. Et je vais surtout te parler d'un truc que tu n'as peut-être jamais entendu parler. Voilà, on a constaté en nous des habitudes qui nous pourrissent la vie, qui dégradent notre estime de soi et qui nous rendent dégoûtés de nous-mêmes. On veut changer pour de bon, on met toute notre volonté dessus, on s'investit corps et âme en suivant des conseils de coach, de dev perso, en lisant des bouquins, en faisant des thérapies. On va même consulter un marabout pour chasser nos soi-disant démons. Mais voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'on bosse sur nos pulsions d'autosabotage. Et un beau jour, oups, on renverse la calebasse. On retombe dans nos travers pourris d'avant. On se remet à fumer, à manger comme un porc, à mater des films de boules, à piquer des crises de colère sans raison. On foire tout. On est découragé. Mais on réussit quand même de faire un travail sur soi. Mais ça ne dure pas longtemps avant qu'on auto-sabote encore et encore une fois tous nos progrès. On ne comprend plus rien. On est fatigué d'essayer un jour et tout foutre en l'air le lendemain. On veut changer pour de bon, mais on dirait qu'il y a une main invisible qui nous tire toujours dans les abysses de nos pires bêtises. Et là, tu vas entendre les discours communs de dev perso, généralement du type « Si tu veux, tu peux. No pain, no gain. Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. » C'est beau comme discours, hein. C'est inspirant. Moi-même, je suis un grand adepte de la résilience. Mais j'avoue qu'avec du recul, ce genre de discours ne sont pas faits pour tout le monde. Tu sais, il y a des gens, je dirais même la plupart d'entre nous, n'ont pas assez d'énergie pour se relever au bout du 7e problème sérieux consécutif. Au bout de la 3e vraie galère, certains arrêtent tout simplement de se battre, baissent les bras ou sautent par la fenêtre. Non pas parce qu'ils sont faibles, qu'ils manquent de courage ou qu'ils ne font pas assez d'efforts pour sortir du trou. Au contraire, mais juste qu'ils ne comprennent pas pourquoi, après tant d'efforts, ils retombent toujours au fond du trou. Pourquoi ils vivent toujours les mêmes galères en fait? C'est ça la question. C'est pour cela que j'ai voulu, dans ce post, m'adresser à ces personnes-là. D'après mes observations, j'ai noté 2 principales raisons de la résistance au changement. Le premier blocage potentiel, nos programmes innés ou acquis. Certains comportements sont profondément enracinés dans notre nature ou dans notre éducation. Une personne née avec une génétique athlétique aura naturellement plus de facilité à adopter une routine sportive qu'une personne née avec un surpoids ou avec une maladie handicapante. Une personne qui, depuis l'enfance, a été encouragée à prendre des risques, à explorer son environnement, sera naturellement plus disposée à sortir de sa zone de confort et à s'ouvrir au changement. Une personne élevée dans la peur de l'échec ou le jugement des autres aura plus de mal à prendre des risques ou à sortir de sa zone de confort. Ces programmes, qu'ils soient innés ou acquis, peuvent être des atouts ou des obstacles majeurs au changement. Le deuxième vrai obstacle, quand on veut changer une habitude, est pour moi notre état d'énergie. Et là, je vais m'arrêter un peu sur ce point. C'est hyper important et beaucoup d'entre nous ignorent les effets. Ici, je ne te parle pas d'énergie comme la condition physique, ou si tu as bien mangé, tu es en forme pour tenir debout, même si c'est important. Je te parle plutôt d'énergie vitale. Je m'explique. On sait aujourd'hui que le corps humain est composé de 2 éléments. Le corps physique et la substance ou l'énergie qui anime le corps. On peut l'appeler esprit, âme
énergie vitale. Bref, moi je l'appellerai simplement l'énergie qui anime le corps. Parce que sans cette énergie, le corps n'est pas animé, à part faire le festin des asticots. Un corps qui n'est pas animé ne sert à rien en fait. Sans cette énergie qui anime notre corps, limite on n'existe pas. On peut aussi noter que si notre état d'énergie est stable, on se sent stable, rempli d'énergie, motivé pour entreprendre des projets et avancer. Si notre état d'énergie est perturbé, faible, down, on se sent perturbé, on a la flemme, on procrastine, on est au bout de sa vie. On peut agir qu'à la limite de notre état d'énergie. Un excellent indicateur sur notre état d'énergie est l'état de nos émotions. Est-ce qu'on se sent triste, en colère, motivé, en béatitude ou complètement déprimé et angoissé? Chaque émotion dégagée nous renvoie à un type d'énergie. Notre état d'énergie impulse des envies, des désirs en nous qui nous poussent à adopter des réactions pour assouvir les envies générées. Et à force de se laisser guider par nos envies, on finit par devenir complètement accro aux sentiments générés. On devient comme un junkie de nos propres pulsions. Lorsque quelqu'un recommence à boire ou à fumer alors qu'il avait arrêté, ce n'est pas par faiblesse, mais parce que l'idée de boire ou de fumer déclenche en lui un désir puissant qui lui dit par exemple il faut que je boive, j'ai besoin de boire, il faut que je fume, j'en ai besoin. En autre exemple, si tu es toujours attiré par le même type de personne toxique, il se peut que tu sois piloté par une partie de toi qui a besoin de ce shoot de toxicité. Mais alors, qu'est-ce qui déclenche donc ces états d'énergie ou ces désirs presque réflexes qui nous poussent à nous faire du mal sans arrêt? Je t'avais parlé dans un post que nos envies sont manipulables. Je t'avais donné l'exemple de la société d'une manière générale, qui nous conditionne à avoir certains désirs plutôt que d'autres. Si tu veux en savoir plus, je te mets le lien de la vidéo en descriptif. Mais aujourd'hui, on va aller beaucoup plus loin. Ces êtres qui nous pilotent. De la même manière que le corps humain est animé par une énergie qui lui est propre, dis-toi que tout ce qui existe, animaux, végétaux, minéraux, eau, vent, feu, sont aussi animés par une énergie qui leur est propre. On peut dire, au-delà de la réalité visible, il existe une autre réalité, invisible à l'œil nu pour la plupart d'entre nous, où ces énergies coexistent. De la même manière qu'il existe un monde matériel, il existe un monde des énergies, un monde où vivent des êtres d'énergie, qui ont leur propre activité d'énergie, qui vivent en communauté d'énergie et qui se nourrissent d'énergie, évidemment. Dans notre monde de matière, nous nous nourrissons de matière, n'est-ce pas? Eh bien, dans le monde des énergies, les êtres d'énergie se nourrissent d'énergie. Il arrive que les êtres d'énergie se nourrissent de l'énergie de l'autre. Certains les appellent les démons, les djinns, les esprits maléfiques. Mais disons juste que ce sont des créatures du bon Dieu, cherchant simplement à survivre. La vie est dure pour tout le monde, frangin. Maintenant, écoute bien. Dans la matière, les espèces se regroupent naturellement selon leur identité, leurs valeurs et leurs besoins communs. Les fourmis avec les fourmis, les abeilles avec les abeilles, les humains entre eux. Et même chez les humains, il y a encore des communautés qui se forment, qui se rassemblent autour de points communs. C'est la loi d'affinité. Qui se ressemblent, s'assemblent. Dans le monde des énergies, c'est pareil. Les énergies se regroupent par affinité. Certains appellent ça des égrégores. Moi, je préfère parler de communauté d'énergie. En fonction de l'énergie que tu dégages, tu attires des êtres d'énergie qui partagent cette vibration et se nourrissent de l'énergie que tu génères. Pour illustrer, les abeilles et les mouches ne consomment pas le même type de nourriture, n'est-ce pas? Tu as par exemple des poubelles remplies de détritus chez toi et une magnifique fleur qui sent super bon. Une abeille et une mouche rentrent chez toi. Tu verras que l'abeille ira directement vers la fleur et la mouche vers la poubelle. À chaque espèce, son kiff. Prenons l'exemple de la masturbation. Ouh, là je sens un petit peu de gêne dans l'atmosphère. Mais écoutez, vous savez que vous êtes dans une chaîne où on parle de connaissance de soi sans tabou. Lorsque tu te masturbes, tu dégages une énergie spécifique, propre à ce type de pratique. Cette énergie attire des êtres qui se nourrissent de l'énergie du masturbateur.
Au début, tu auras peut-être la compagnie d'un ou deux êtres qui viendront grignoter un petit peu d'énergie chez toi. Mais si tu continues dans cette habitude, tu vas en attirer de plus en plus. Avec le temps, tu te retrouves envahi par une population d'égrégores de masturbateurs. Une communauté entière d'êtres énergivores venus de tous les coins de l'univers pour se faire plaisir sur toi. Imagine des vieux êtres millénaires qui existent depuis le premier masturbateur de l'histoire du monde, avec des gueules éclatées, horribles, tous en assaut sur toi pour se gaver de ton énergie pendant que tu te branles. C'est horrible. Et à force de les gaver, ces êtres vont complètement dépendre de toi pour survivre. Si tu ne te masturbes pas, ils ne mangent pas. Donc tu peux imaginer que ces êtres énergivores ne vont pas se laisser mourir de faim. Ils vont tout faire pour jouer avec ton esprit en t'envoyant par exemple des ondes sous forme de messages subliminaux afin de déclencher en toi le besoin impératif de te masturber. Ils vont titiller tes pulsions et te pousser à recommencer encore et encore. Et te voilà maintenant complètement coincé dans une addiction pourrie. Le schéma est le même pour d'autres comportements autodestructeurs. Les crises de colère, la médisance, le vol, le mensonge, le zigouillage de personnes, même la paresse, le fait de ne rien faire par exemple. Tout acte que l'on pose est animé d'une énergie. Cette énergie que l'on dégage attire des êtres du même type qui se nourrissent de ce type d'énergie pour exister. Ce qui fait qu'avec le temps, on se retrouve avec des envies compulsives qui nous dépassent complètement et qui nous font commettre les mêmes erreurs. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à changer, même s'ils le veulent vraiment. C'est beaucoup plus fort qu'eux. Le problème est au-delà du matériel. Je sais que ça a l'air farfelu, dit comme ça. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, je ne te demande pas de me croire, observe par toi-même. En plus, ce n'est pas parce que tu ne vois pas ces êtres énergivores qu'ils n'existent pas. On ne voit pas les ondes radio, par exemple. Pourtant, on arrive à recevoir et à passer des appels. On arrive à regarder un match de foot en direct depuis son écran TV à la maison. Ces informations passent par où, d'après toi? Les ondes radio, c'est aussi une forme d'énergie tout simplement. On ne voit pas ces types d'ondes, mais on voit leurs manifestations dans la matière, ce qui est largement suffisant pour comprendre comment elles fonctionnent. Les êtres énergivores peuvent ne pas être visibles pour le commun des mortels, même si certaines personnes dotées de certaines sensibilités arrivent à les percevoir, mais on peut comprendre leurs manifestations à travers leur influence sur la matière. Si on fait preuve d'un peu de bon sens, on réalisera que certains comportements compulsifs dépassent complètement la volonté de l'individu. Il y a des forces derrière qui pilotent l'engin. L'esprit qui anime le corps de l'individu est en quelque sorte parasité par un esprit qui essaie de chourer de l'énergie à la personne. Et quand je dis esprit, je parle d'énergie, comme expliqué précédemment. Waouh, ça fait flipper quand même ce que tu es en train de dire là, Demba. Comment faire donc pour se débarrasser de ces êtres énergivores qui nous empêchent de changer? On pourrait penser qu'aller se faire délivrer à l'église ou faire une roquia à la mosquée peut suffire. Mais moi je pense que non. Imagine une maison infestée de mouches. Tu peux pulvériser du baygon pour les chasser. Mais si tu laisses une montagne d'ordures au milieu de ta cuisine, les mouches reviendront te pourrir la vie, tôt ou tard. Délivrer quelqu'un d'un esprit voleur, par exemple, et ne pas aider l'individu à structurer ses schémas mentaux internes qui le poussent à voler, est pour moi un non-sens. Pour moi, on ne peut pas se débarrasser définitivement des êtres énergivores en criant « Sors d'ici, démon! Démon, sors de ce corps! Allez, ous !» Non, je ne pense pas. Par contre, on pourrait arrêter de nourrir les êtres énergivores. S'ils n'ont rien à manger chez toi, ils s'en iront, tout simplement. À quoi ça sert de prier Dieu si tu persistes à poser des actes qui attirent ces énergies? Prier Dieu pour chasser les démons qui te font regarder par exemple de la pornographie ne sert à rien. Si tu continues à nourrir chaque jour ces démons en regardant des films de boules, tu leur donnes à manger tous les jours. Et derrière, tu demandes à
Dieu, faut le chasser, faut le chasser. Tu es sérieux? Tu oublies que ces êtres sont aussi des créatures du bon Dieu? Il faut aussi qu'ils mangent, non? Qui te dit qu'en ce moment, ils ne sont pas en train de louer le Seigneur, de leur avoir fait rencontrer une personne aussi généreuse que toi, qui leur donne à bouffer chaque jour? Bon, arrête tout simplement de les nourrir. Deuxièmement, assainir son environnement, c'est-à-dire faire un vrai travail de maîtrise de soi. Comment? 1. En évitant de consommer des informations qui nous dégradent. Tout ce que nous consommons, que ce soit par nos sens ou notre alimentation, est une forme d'information. Exemple, les médias, les musiques, les films et même la nourriture. Oui, manger, c'est comme télécharger de l'information dans notre corps. Toute information qui peut nous faire sombrer, nous déstabiliser ou nous mettre hors de nous est à éviter. 2. Consommer des contenus qui t'inspirent et te renforcent. Choisis des informations qui t'élèvent, te motivent et te donnent de la force. Écoute par exemple des podcasts relatant les parcours de personnes inspirantes. Regarde des vidéos sur la connaissance de soi. Lis des livres enrichissants. Écoute des musiques qui te revigorent. Accorde une attention particulière à ce que tu consommes, surtout le matin au réveil et le soir avant de te coucher. Ce sont des moments clés où ton esprit est beaucoup plus réceptif. 3. Éviter de diffuser une énergie qui dégrade ton bien-être. Cela signifie surveiller tes paroles et tes actes. Pose-toi une question simple. Est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ce que je suis en train de faire à l'autre? Discipline-toi pour agir d'une manière qui te rend fier de toi. Un exemple courant. Prenons le cas des relations toxiques. Disons que tu répètes le schéma de te mettre en couple qu'avec des personnes qui te maltraitent. Tu as décidé de casser le cercle vicieux. Commence par changer de cadre. Coupe les ponts avec ces personnes toxiques. Cherche des environnements beaucoup plus bienveillants. Entoure-toi de gens qui t'inspirent, te challenge et t'aident à avancer dans ce que tu souhaites. En étant dans cette démarche, tu vas attirer naturellement des personnes partageant la même dynamique. Tu commenceras à dégager une autre type d'énergie. Et les personnes authentiques, bienveillantes, qui sont dans cette démarche de paix intérieure, se connecteront à toi. Avec le temps, tout autour de toi changera. Tes pensées, tes amis changeront, ton entourage se transformera et tu seras alors mieux préparé à accueillir un partenaire bienveillant dans ta vie. Les actes façonnent nos comportements. Nos comportements construisent nos habitudes et nos habitudes définissent notre identité. L'idée, c'est d'être discipliné dans la tâche. Poser des actes régulièrement jusqu'à ce que ces nouveaux comportements bénéfiques s'ancrent profondément en nous, jusqu'à ce qu'ils deviennent naturels. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y aura des rechutes. Oh que oui, il y aura des rechutes. Mais tiens bon. Je ne vais pas te vendre du rêve. Avoir cette rigueur, cette discipline n'est pas évident. Moi-même qui te parle, je m'exerce encore à cela tous les jours. Et c'est compliqué sa race. Surtout quand tout est conçu autour de toi pour te vampiriser ton énergie. Mais faisons de notre mieux. Ça ira, ça ira. Par exemple, prenons le cas du sport, comme la musculation. Au début, c'est difficile. On souffre, on a des courbatures, on se blesse parfois, on se sent faible. Et l'envie d'abandonner nous hante dès les premiers jours. Mais si on persiste, quelque chose de magnifique se produit. Notre corps s'adapte. On devient plus fort, plus musclé. Et mieux encore, on commence à adorer ça. À tel point que si on oublie une séance, notre corps nous le réclame immédiatement. Et ça nous fait du bien. C'est pareil pour d'autres habitudes. Par exemple, si tu décides de te réveiller chaque jour à 6 heures du matin. Au début, c'est un véritable combat. Le réveil sonne, on n'a pas envie. Tout ce qu'on veut, c'est rester sous la couette. Mais au fil des semaines, des mois, un changement se produit. Tu n'as même plus besoin de réveil. Avant que 6 heures du matin n'arrive, quelque chose en toi te réveille naturellement et tu te lèves en pleine forme en plus. Tout cela n'est qu'une question d'énergie, de connexion et d'habitude. Alors, tiens bon. Merci encore à toi pour ton attention. C'était les chroniques by Demba. Sur ce, à la prochaine.